Au début, en fait, c'est une conf que j'avais déjà faite, quand, j'étais sur Bordeaux. Actuellement, là, je suis, interne, en 2e semestre sur Toulouse et est-ce que ça change mes diapos? Non, ouais, j'avais fait un petit point sur, la méthodo que j'avais et j'aurais voulu, savoir si vous voulez que je vous refasse un point méthodo? Parce que là, on est en juillet. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais bon. Si vous voulez que je vous parle de ce que j'avais fait comme méthode, ouais, vite fait? OK, dans ce cas, vite fait. Voilà, je vous ai mis, OK. Alors je vois que Gaspard, tu me demandes si je l'ai eu en imprimant ou doublant. Je l'ai eu en imprimant. Alors, il y avait des chaînes YouTube que je regardais, surtout, Linexplain, Pharmalogique, mais surtout Linexplain, Docteur Astuce, c'est vrai aussi, Docteur Synapse et quelques vidéos de l'ECNI. Hem, Moi, j'avais fiché mes cours d'hématologie. À Bordeaux, on avait de très, très, très bons cours et je les avais complétés avec les ED. La biochimie, la tox et les médicaments, c'était sur les DBOC, de Boeck, j'ai jamais su, comment prononcer ça. Bactériologie, c'était mes cours et les ED plus ceux de Boeck. Parasito, j'avais utilisé le le livre, des médecines là, pour les ECNI. Vraiment, je le trouvais bien, j'avais fait des fiches dessus et ce bouquin, il est dispo gratuitement, hein, pas besoin de l'acheter. Il est dispo sur Clinical Case Students via la fac. Je sais qu'à Bordeaux, on l'a, à Toulouse aussi, je suppose, je sais pas trop. Je pense que dans la plupart des villes, vous y avez accès. L'immunologie, j'avais fait un mix entre les cours, les ED et c'est vrai, il y a un petit livre «Immunologie, réussir les QCM» de Simon Jahouen et neurologie, cardiologie, j'avais mixé un peu les recommandations, le de Boeck et les ED que j'avais eus. Les entraînements au niveau des annales, j'avais les exos, je les avais fait un peu, tout au long, du dernier, semestre, enfin de la 5e année, quoi. Et les cas cliniques, je m'y suis pris vachement en retard. Je m'y suis repris, j'ai commencé, bah, finalement à l'été et même après, j'en faisais pas assez. J'avais beaucoup de mal, en fait, parce que, le temps d'intégrer les informations, j'avais beaucoup de mal. C'est quelque chose que j'ai regretté, de ne pas avoir fait, d'annales de cas cliniques. Même, finalement, ce que je faisais à la fin parce je trouvais que c'était dur niveau timing. Je relisais des corrections, quoi. Enfin, disais le sujet, je me le faisais dans ma tête pour aller vite et voir si c'était bon et je relisais la correction et je voyais si, j'avais, les bonnes informations ou pas. Et les livres de cas cliniques, de Boeck apparemment ils sont top, mais bon moi j'étais trop dans le jus donc j'avais choisi de faire que des annales et après, apparemment ils sont bien. Ça par contre c'est vrai que c'est le plus important, je trouve, c'est se faire confiance. Là, votre méthodo, hein, il faut vous faire confiance, hein. Là, c'était ma méthodo, mais c'est votre méthodo qui va vous faire réussir le concours, pas la mienne. Réussir à se détendre, c'est très dur, mais c'est important de, réussir à relativiser. Persévérer parce que c'est vrai, vraiment, tout le monde peut réussir ce foutu concours. Oser se tromper, c'est pas grave de se tromper, on est là, pour apprendre. Se confronter aux annales, je pense que c'est pour ça que, j'avais trop tardé moi à faire les annales, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, de se tromper, même si vous êtes seul ou même si c'est corrigé, on s'en fout. Le tout, c'est d'avancer et d'apprendre de nos erreurs. Ne pas se sentir inférieur aux autres. On avance tous différemment. Il y en a qui sont lents et qui ont besoin de beaucoup revoir, d'autres qui mettent du temps à faire leur couche, mais qui intègrent mieux que les autres. Donc faut vraiment pas se comparer et jusqu'au jour J, faut y aller, faut y croire et tout est possible. Là, j'avais, simplement mis, de quoi parler les annales, de toxicologie des médicaments. Donc il y en a eu sur les benzo et tricycliques, en 2022.
encore une polyintoxication aux benzo et aux antidépresseurs tricycliques en 2019. Et bon, il y en a eu aussi en 2014, donc c'est quand même quelque chose, un thème important qui, à mes yeux, enfin, faut vraiment pas faire l'impasse dessus, dans tous les cas, c'est utile, hein. Ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est une question qu'on me posait beaucoup. Quelles notes j'avais eues, aux exercices et aux dossiers? Donc bon, bah, je vous l'ai mis là à titre de comparaison, mais bon, dans tous les cas, ça dépend tellement, d'année en année, mais vous avez l'exemple là si ça vous intéresse. Dans tous les cas, le diapo, hein, je vous le laisserai tel quel ou un peu modifié si s'il y a des choses intéressantes que vous me faites, voir tout à l'heure. Hop, ça c'était l'annale, qu'on avait eue en plus, donc en 2022. Donc pareil, je passe, hein, vous y avez accès dans tous les cas maintenant et on peut commencer. Le premier cas, est-ce que, quelqu'un peut le lire? Comment est-ce que vous faites d'habitude? C'est, celui qui présente la conf qui le lit? N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, hein. Le but, c'est que ce soit interactif. Vous êtes là? OK. Mais je lis et on répond aux questions ensemble par contre. Donc le premier cas, c'est madame Lee, une femme de 36 ans qui vient en consultation chez son psychiatre car elle se sent triste. Elle est traitée par du Theralite LP 400 milligrammes. Elle en prend 2 le soir depuis 4 ans. Et après l'entretien thérapeutique avec son médecin, ce dernier note les signes suivants: un visage bouffi, une prise de poids importante depuis la dernière visite, une fatigue intense, et en plus elle est constipée, et elle se plaint d'avoir souvent froid. Hop. Ah oui, c'est vrai que si je vous mets les réponses, par contre, ça va pas le faire. Alors, la question 1, c'était quelle est la classe thérapeutique et l'indication du Theralite LP 400 milligrammes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, ouais, normothymique. Il y a un autre terme, thymorégulateur, tout à fait. Alors non, c'est pas un antipsychotique par contre. Point. C'est rigolo comme pseudonyme. Non, c'est pas un antipsychotique, c'est un thymorégulateur ou un normothymique, mais pas un antipsychotique. L'indication, trouble bipolaire, oh là là, plus accès maniaque. Alors, c'est vraiment le traitement de fond du trouble bipolaire, pas vraiment, de l'accès maniaque. C'est le traitement de fond de référence même. Maintenant, je vais vous montrer la diapo, ce sera plus simple. Hop, donc voilà, classe thérapeutique, vous me l'avez bien dit, hein, c'est un normothymique thymorégulateur. Oh ouais, traitement préventif des rechutes du trouble bipolaire et traitement curatif du trouble bipolaire, ouais, tout à fait, c'est le traitement de fond de référence. Donc traitement curatif des états d'excitation, ah oui, donc tu as ouais, celui qui a dit accès maniaque, excuse-moi, youpi, tu avais tout à fait raison, ou hypomaniaque aussi. Et prévention, youpi, je suis d'accord avec toi. Et donc prévention des rechutes du trouble bipolaire et des états schizoaffectifs intermittents, c'est le traitement de fond de référence. Et ce qui est important, c'est que c'est le seul thymorégulateur qui a été prouvé efficace dans la prévention du suicide. Donc on le privilégie chez les patients qui sont suicidaires ou qui ont eu des antécédents de tentatives de suicide. Au niveau de la pharmacocinétique, donc le lithium, c'est un métal alcalin, c'est un cation. Du coup, il interagit avec les autres cations de l'organisme, le sodium, le calcium, l'iode, le magnésium. L'absorption, vu que c'est un cation, ça paraît, on arrive à comprendre qu'elle est rapide et complète. La distribution, il y a pas de liaison aux protéines plasmatiques. Ça passe la barrière hémato-encéphalique, c'est logique étant donné qu'on veut une action au niveau du système nerveux central. Ça passe la barrière fœto-placentaire, donc c'est tératogène, notamment au niveau cardiaque, avec l'anomalie d'Epstein.
Il n'y a pas de métabolisation, en même temps c'est un cation, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire sur un cation. Et l'élimination, elle est urinaire via les canaux sodiques, encore une fois, donc ça interfère via les canaux sodiques pour être excrété. Le théralyte, j'aurais dû vous interroger sur ça, trop tard. Le théralyte, il y a 2 formes, donc à 250 mg, c'est de la libération immédiate, donc ça se prend 2 à 3 fois par jour pendant le repas. Et je voulais vous interroger sur les marges thérapeutiques étroites. Donc c'est 0,5 à 0,8 millimolaires pour la forme à libération immédiate. Et pour la forme prolongée, donc celui qu'a notre patiente, donc à 400 mg, c'est une prise le soir et sa marge thérapeutique étroite. Et au niveau des dosages, au niveau des cibles, il faut qu'on soit entre 0,8 et 1,2 millimolaires. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'on fait en bilan pré-thérapeutique pour instaurer du lithium? Vous pouvez aussi... Oh mince. Hop. Vous pouvez aussi utiliser votre micro. J'essaie de faire gaffe à ce que vous me dites dans le chat. N'hésitez pas. Bilan pré-thérapeutique. Oh non, non, il ne fallait pas écrire tout ça à la question, hein, Léa. C'est simplement, je vous fais des rappels aussi. Juste, vraiment, juste la première diapo où il y avait le 1. En général, je vais regarder si c'est le cas dans mon diapo, mais quand j'écris 1, tu vois, genre 1, quelle est la classe thérapeutique? Là, il y aura la réponse. Et après, je fais juste des rappels, j'en profite. Moi, je les connaissais. Je réponds à ICRAM au niveau de est-ce qu'il faut connaître les MTE. Après, moi, je les connaissais. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'il faille les connaître. Du thyroïde, ouais, tout à fait. ECG, fonction rénale, bêta-HCG, ouais, tout à fait. Tout à fait, Youpi et Neil. Ouais. On a déjà pas mal d'infos. NFS, ouais, très bonne réponse. Ionogramme, ouais, nickel. Bon, c'est cool. Bilan pré-thérapeutique, ouais, vous l'avez dit, donc NFS, plaquettes, glycémie à jeun, parce que ça peut donner, mais j'en reparlerai, je crois, plus tard, des diabètes néphrogéniques, un petit iono sanguin, avec la calcémie notamment, la créate, l'urémie, la clairance de la créatinémie, protéinurie, glycosurie, tout ça, on vérifie que notre rein, il va bien. Bilan thyroïdie, c'est un type de diabète. C'est un type de diabète. Alors, attends, je vais regarder. Ouais, diabète insipide néphrogénique, incapacité à concentrer l'urine du fait d'une altération de la réponse tubulaire rénale. Voilà. Hop. Bilan thyroïdien et hépatique, bêta-HCG pour une femme enceinte en âge de procréer, ça vous l'avez dit. Un ECG, un électroencéphalogramme aussi. De rien, Maëlle. Instauration du traitement, comment on instaure le traitement donc, à faible posologie. On vérifie la glycémie à J5 au matin pour la libération immédiate, hein, tout ça. Puis on augmente progressivement par palier. Et on recontrôle après 5 jours jusqu'à la posologie efficace non toxique, d'où notre cible. Et à libération prolongée, on contrôle la glycémie à J5 et à 12 heures de la dernière prise. Voilà. Question 2. D'après les signes recueillis par le psychiatre, de quoi pourrait souffrir notre patiente? Est-ce que vous avez des idées? Hypothyroïdie iatrogène. Je suis d'accord avec toi. Secondaire au lithium. Ouais. Et comment... Parce que là, en fait, ce qui est un peu dur pour moi, c'est est-ce que c'est clair pour vous comment présenter une copie? Comment est-ce qu'on écrit tout ça sur la copie? C'est clair pour vous ou pas? Comment est-ce qu'on le présente?
Oui, OK, nickel. Ouais, c'est ça. Moi, je mettais toujours hypothèse, terrain, clinique, biologie, s'il y avait, je séparais tout ça et j'argumentais. OK, et en argument là, du coup, qu'est-ce qu'on avait pour partir, qu'est-ce qui nous fait dire que ce serait une hypothyroïdie iatrogène? Iatrogène à quoi? Bon, ça c'est pas trop difficile. Prise de poids, ouais. Fatigue. Fatigue, c'est un autre petit nom, scientifique. Asthénie, ouais, nickel. Froid, donc frilosité. OK. Signe d'hypométabolisme. Ouais, c'est vrai que j'avais pas écrit ça en plus, mais tout à fait. OK. Donc ouais, l'hypothèse, hein, vous avez bien raison, c'est bien une hypothyroïdie iatrogène due au lithium. Donc on est, sur une femme traitée par du lithium. Le lithium peut causer une dysthyroïdie de type hypothyroïdie. Bon, ça, je l'ai remis entre parenthèses, hein, mais l'hypothyroïdie, c'est plus fréquent chez la femme, mais quand c'est pas, dû à des causes iatrogènes, hein. En clinique, on avait bien une asthénie, une prise de poids, constipation due au ralentissement du péristaltisme, hein, de la tristesse. La tristesse, c'est aussi, un des signes d'hypothyroïdie, la dépression. Ça peut causer des dépressions et myxœdème, donc c'est un œdème fait de mucus. Je me souvenais plus, je crois que j'avais mis ça? Visage bouffi, ouais, visage bouffi, ouais. Donc le déficit en hormones thyroïdiennes, ça entraîne une diminution du catabolisme des glucosaminoglycanes et ça crée une accumulation de ces derniers, donc des glucosaminoglycanes, au niveau du tissu conjonctif et c'est pour ça qu'on a, ce myxœdème, donc ce visage bien bouffi. OK. Alors, qu'est-ce que notre psychiatre, il va doser pour vérifier qu'on est bien sur une hypothyroïdie, les gars? AN sur le diapo, au niveau. TSH en première intention. OK. La TSH, c'est quoi les, valeurs normales? Puis T4L en cascade. OK. Est-ce que vous pouvez me donner les valeurs, normales de ces 2 paramètres? Et comment est-ce que ça va évoluer? À quoi on s'attend, 0,3-0,6 en q voilà, ouais, millilitres par litre pour la TSH, ouais. 1,8 à 36 picomolaires, ouais, OK. Et alors pour la TSH, qu'on reste un peu tous sur la TSH, ça va être quoi? Ça va être diminué? Vous pouvez me le dire? Augmenté, nickel. Et la T4L, les valeurs cibles? Diminué, ouais, tout à fait, la T4L, elle va diminuer. Il y a quelqu'un qui peut me donner, les valeurs cibles? 10-23 picomolaires, nickel. Ouais, c'était bien ça. Question 4. Quel autre trouble métabolique le lithium peut-il entraîner? Et citer les autres effets indésirables. Alors, on va commencer par les troubles métaboliques. OK, hypothyroïdie, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Polyuro, polydipsique. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, dans les troubles métaboliques, moi. Mais on aurait pu, hein. Ouais, moi j'avais mis ça. Hypercholestérolémie. Je crois que tu as raison, je ne l'ai pas écrit. Je vais vérifier de suite si ça fait vrai des hypercholestérolémies. Moi, j'avais mis hyperparathyroïdie, hypothyroïdie, bon ça on l'a mis, mais je le remets. Ça peut aussi faire des goitres euthyroïdiens et une prise de poids.
Donc ça, en vrai, on a juste à retenir la plupart des traitements psychiatriques, malheureusement, font grossir les patients, hein. Hop, je vais vérifier ça de suite. Téralite. En attendant, vous pouvez me mettre les autres effets indésirables dans le chat, comme ça je regarderai après. Bon, je le vois pas, l'hypercholestérolémie. Je vais voir ce que vous avez mis pour le reste de la question. Nécrose tubulaire, troubles digestifs, tératogènes. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas. Ouais. Troubles rénaux, hématotoxicité, troubles cutanés, troubles neuro. Ouais, tout à fait. Ok. Troubles CV cardiovasculaires. Ouais. Ah, c'est la même. C'est toi, Léa, qui répond. Ah, bah merci. Merci de ta participation. Ouais, donc ça peut faire des cuites longs, des sous-décalages du segment ST et un bloc atrioventriculaire. Au niveau neuro, tout à fait. Enfin, ça va bien au système neurologique. Il faut bien que ce soit, vu que c'est là-bas la cible où ça va permettre d'équilibrer. Donc, ça restaure l'équilibre de la balance de la neurotransmission excitatrice et inhibitrice. Ça, c'est ce qu'on veut, mais ça peut aussi faire des tremblements et diminuer le seuil épileptogène. Au niveau musculaire, on peut avoir des hypotonies et des rhabdomyolyses. Au niveau des yeux, ça peut entraîner des irritations, des exophthalmies, des œdèmes papillaires. L'exophthalmie qui n'est pas forcément en lien avec l'hypothyroïdie, c'était écrit. Donc, ça peut être une exophthalmie secondaire à l'hypothyroïdie iatrogène, ou il peut aussi avoir des exophthalmies sans hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, on l'a vu. Aussi l'hyperparathyroïdie, les hypercalcémies. Tout ça, en fait, hein, ce qu'il faut essayer de retenir au maximum pour retenir les effets indésirables, c'est le lithium, c'est un cation. Il va rentrer en compétition avec les autres transporteurs et les autres cations de notre corps. Donc, ça va avoir une influence au niveau cardiaque, au niveau des muscles, au niveau du système nerveux central. On essaie de se souvenir comme ça. Au niveau des reins, donc ça peut causer une insuffisance rénale aiguë qui peut fonctionnelle, qui peut se transformer en une insuffisance rénale organique et même chronique après, hein, ça peut se chroniciser. Polyurie, diabète insipide, polydipsie. Au niveau de la peau, ouais, c'était Léa aussi qui me redit que ça peut créer des troubles cutanés. C'est tout à fait vrai. On peut avoir du psoriasis, de l'acné, de l'alopécie. Diarrhée, ouais, au niveau gastrique. Donc, diarrhée, nausée, vomissement, dysgeusie. Tout ça, ça peut être causé par le lithium. Et on peut aussi avoir des dérèglements biologie au niveau de la NFS avec une hyperleucocytose, une hyperneutrophénie, une lymphocytopénie par contre. Hop.
un petit nouveau message. Alors ouais, j'ai, complété. Il y a pas du tout ça, ouais, dans le debug. J'ai pas fait ça qu'avec le debug, hein. À Diane, hein, je réponds. Il y a pas du tout ça, tu as tout à fait raison. C'est une conf qui est faite avec, des infos DRCP, aussi les ED que j'avais pu avoir à la fac, le debug, mais c'est pas du tout, ma seule source. Donc c'est normal si tu trouves pas tout ça, rassure-toi. OK. Ah ouais, ça je veux bien vous le poser comme question. Pour vous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est sur une dame qui a du lithium dans le cadre de ce traitement de fond de la bipolarité et ça lui cause une hypothyroïdie. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de son traitement de fond? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du Theralitre? Est-ce qu'on dose? Ouais, ouais. C'est vrai que ça, je ne l'ai même pas mis, mais tu as raison, on le dose. Mais est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le garde? Vous donnez votre langue au chat? Diminuer les pozos? Non, on le garde. On diminue, pas les pozos, changer de forme. Non plus, pas forcément. Mais en vrai, c'est un peu compliqué, enfin, ce que je vous demande, mais je crois que ça avait déjà été mis dans une annale, je sais plus. Je sais plus si c'était dans un ED de la fac. Ouais, Elisabeth, tout à fait, c'est ça. On le garde parce que, la bipolarité, c'est, une maladie bien relou quand même, quoi. On peut accessoirement, mourir à cause de ça. Donc si elle est stabilisée, notre patiente, on va garder le lithium. L'hypothyroïdie, ça se traite, c'est chiant. C'est chiant aussi, mais on peut, mettre un traitement hormonal substitutif. Donc on va hop, valproate, non, en vrai, on va pas avoir, je réponds à Gasparin. Non, on va si notre patiente, elle est stabilisée, on va simplement instaurer un traitement substitutif. On va pas s'embêter à changer, sur quelque chose, sur lequel on n'est même pas sûr que ça fonctionne bien chez notre patiente, non, non, on garde. C'est pas une contre-indication, il y a pas de problème. Par contre, l'amiodarone, si l'amiodarone fait une dysthyroïdie, là, on va changer la thérapeutique. Mais pour le lithium, il y a pas la peine, c'est pas la peine de changer. Je vais juste fermer la porte. Excusez-moi, j'arrive. Alors, le reste du cas clinique. Donc maintenant, c'est l'été, un petit peu comme là. Période caniculaire, bon bah non, c'est pas la canicule, mais c'est pas plus mal. Et notre patiente, elle se retrouve aux urgences et elle a le tableau suivant. Elle est confuse, elle a une hyperréflexie ostéotendineuse, une myoclonie, elle convulse et elle a un Glasgow qui est à 10. Elle a aussi des diarrhées et des vomissements, une hypotension, un sous-décalage ST à l'ECG. Hop. Et la question, tiens, j'ai même plus numéroté les questions, c'était de quoi souffre notre patiente et quelle en est la cause. Alors, Elisabeth, tu nous dis déshydratation, donc surdosage en lithium. Et toi, Léa, intoxication individuelle aiguë involontaire par surdosage thérapeutique au lithium. Donc, vous avez raison, c'est une intoxication aiguë. Et tu as raison, Elisabeth, la cause, c'est la déshydratation. Hop. Donc, on est sur une intoxication aiguë grave au lithium chez une personne traitée. Hop.
Pourquoi est-ce que c'est important? Essayez de pas trop lire. Pourquoi est-ce que c'est important, de savoir que la personne a été traitée? Je sais pas si vous savez, mais les intoxications chez les personnes traitées, elles sont plus graves que chez une personne naïve de traitement au lithium. Du coup, j'ai pas entendu votre réponse, je suis désolée. Au niveau du T1, on avait une femme traitée par du lithium depuis 4 ans. Bah, du coup, c'est ce que je viens de vous dire, hein, là, ce que j'ai écrit là. Lithium, marge médicament à marge thérapeutique étroite, ça, c'est important de le mettre aussi, hein. Nickel, Ulia, ouais, c'est exactement ça, il y a déjà une imprégnation. Et période caniculaire, donc comme tu l'as dit, Elisabeth, notre patient, elle est sujette à une déshydratation, elle a pu faire ça. Et ça a pu entraîner le surdosage et donc l'intoxication chez notre patiente. La clinique, donc on a des troubles neurologiques avec confusion, hyperréflexie ostéotendineuse, myoclonie, convulsion, la convulsion qui est un signe de gravité, donc intoxication aiguë grave, c'est aussi un mot-clé. Troubles digestifs, signe diarrhée, vomissement, donc c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans l'intoxication aiguë. Et les troubles cardiovasculaires, donc hypotension et sous-décalage du segment ST. Est-ce que vous pouvez me dire, les amis, quelle sera la conduite à tenir devant ce type d'intoxication? OK, notre patiente, elle est intoxiquée au lithium, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arrêt du traitement, c'est bien. Déjà, j'en sais en vrai, c'est le plus important et des fois, on l'oublie de l'écrire alors que c'est évident. Hosto, en urgence, surveillance ECG, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hydratation, oui, tout à fait. Toi, tu es dans les traitements symptomatiques. Traitement sympto, ouais. Traitement évacuateur, aucun, nickel. Heu, Benzodiazépine pour les convulsions, ouais, ouais. Traitement épurateur, hémodialyse, OK. Doser la litanie, tout à fait. Je crois qu'on a juste oublié de dire surveiller la fonction rénale ou alors peut-être que quelqu'un l'a dit, mais en vrai ça défile. J'ai un peu de mal, donc sorry si jamais vous avez dit ça. Bicarbonate pour alcaliniser, ouais, tout à fait, Gaspard. Est-ce qu'il faut parler des analyses toxico dans cette question? Honnêtement, moi, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis et je l'aurais pas mis. Après, si tu as le temps, pourquoi pas? Mais personnellement, je l'aurais pas mis. Je sais pas vous, le reste, n'hésitez pas à dire si vous l'auriez mis ou pas. Moi, personnellement, j'ai pas mis ça. Je vais te montrer ce que j'ai mis à ma réponse. Donc, hospitalisation en urgence, c'est bien, vous avez mis le critère d'urgence en réanimation. Arrêt du lithium, ça j'ai vu plusieurs fois, c'est top. Dosage de la lithémie, mais il faut faire attention, il n'y a pas de corrélation entre la lithémie et la clinique, surtout chez une patiente déjà traitée par du lithium. Surveillance de l'état de conscience. Ouais, ça, je vous ai remis, si le Glasgow il est inférieur ou égal à 8, c'est qu'on est sur un coma. Surveillance de la fonction rénale, donc DFG, iono, créatininémie, urémie. Un petit gaz du sang pour justement voir notre acidose métabolique, la surveiller. Surveillance de la fonction cardiaque avec un ECG. Vous m'avez bien mis que le charbon était inactif sur le lithium, que le lithium est non adsorbable. Par contre, faites bien gaffe, c'est adsorbable avec un D et pas un B. Traitement symptomatique, les benzodiazépines à demi-vie longue pour la convulsion. Pourquoi il faut surveiller la fonction rénale? Parce qu'un de tes effets indésirables, enfin, tu sais, justement, le lithium, ça va interférer au niveau du rein, notamment avec les canaux sodiques et on a un risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc on va surveiller ça. De rien. Réhydratation, vous me l'avez dit aussi, c'est nickel. La patiente, elle est déshydratée, donc on veut traiter la cause, dans tous les cas. Acidose, donc des bicarbonates. Traitement épurateur.
Donc on peut faire de l'hémodialyse, on peut faire une diurèse saline par perfusion intraveineuse dans les formes modérées, mais là, c'était pas une forme modérée, c'était une forme grave, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. Et l'hémodialyse, c'est s'il y avait un critère de gravité, donc un coma, là, elle était pas en coma, mais par contre, elle convulsait. Insuffisance rénale, je ne vous l'ai pas mis, mais bon, voilà, c'est un des critères. Ou si la lithtémie est supérieure ou égale à 4 millimolaires. Il faut, répéter l'hémodialyse jusqu'à ce que notre lithtémie devienne inférieure à 1 millimolaire. Et là, je vous ai simplement mis ça pour info, hein. Je l'aurais pas mis, mais bon, je trouve que les confs, c'est bien aussi quand on met, d'autres infos, ça permet de nous remémorer des choses, enfin moi, c'est comme ça que j'aimais bien. Ouais, pour moi, l'hémodialyse, on l'a fait s'il y a un de ces critères. Un des critères que j'ai dit, précédemment, donc coma, convulsion, insuffisance rénale ou lithtémie supérieure à 4 millimolaires. Est-ce qu'on peut nous demander le mécanisme d'action du toxique? Dans quel sens? Enfin, je suis pas sûre de comprendre, ce que tu veux dire en mode, comment ou ouais, en vrai, oui, hein, parce que le mécanisme d'action, ouais, ouais, pour moi, c'est pas impossible, hein. Et tu dis que ça interfère avec, bah, c'est ce qu'on a vu un peu, tu vois, dans les effets indésirables. Il y a Gaspard qui nous dit que c'est déjà tombé. Alors c'est déjà tombé pour d'autres toxiques, pour le lithium, je sais pas, mais ça me paraîtrait pas farfelu. Pour moi, ce serait plus, logique qu'on vous demande quels sont les effets indésirables et pourquoi, tu vois? Ça me paraît pas, déconnant dans le sens où c'est des mécanismes de compétition et que c'est comme ça qu'on l'apprend aussi. C'est parce que c'est un cation et que ça va interférer avec les autres cations de l'organisme. Après, ce sera pas, vraiment comme, le mécanisme, je sais pas moi, de l'éthylène où là, faut vraiment, le petit schéma et c'est vachement plus précis. Donc ouais, on dose le lithium soit par spectrométrie d'émission atomique ou d'absorption atomique. Honnêtement, j'étais vraiment nulle, à comment est-ce qu'on dose ça et tout. Heureusement que c'était pas trop tombé mon année. Le lithium érythrocytaire, je sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si ça vous parle ou si on vous en avait parlé dans les ED ou pas. Ouais, ça vous parle? OK. Donc maintenant, on dose la lithtémie plasmatique, hein, enfin la lithtémie. Ça dépend du moment de la prise de sang et de la dernière prise du traitement. Donc ça reflète finalement les heures qu'on a précédemment. Et avant, on avait le lithium érythrocytaire, mais c'est quelque chose qui est plus d'actualité. Donc ça a disparu des recommandations depuis 43 ans. Et en fait, le but, c'était, de plus voir l'imprégnation sur le long terme, parce que l'accumulation du lithium dans les globules rouges, ce serait moins soumis, aux fluctuations comparé, à dans le sang. Donc on ne le cite pas. Alors, heu, pour moi, ce serait pas une faute de pas le citer. Si tu le cites, ouais, pour moi, je le citerai même pas, tu vois? C'est plus pour nous, je trouve, en mode, si jamais on tombe sur du lithium érythrocytaire, qu'on sache ce que ça veut dire et d'où ça vient. Mais ouais, pour moi, vu que c'est pas dans les recommandations, il y a pas besoin de le citer. Ouais, 3 petits points. Après, enfin, dans le nouveau livre, quel nouveau livre? Le nouveau, de Boeck? OK, d'accord. Après, ils peuvent vous le mettre dans le livre, mais pareil, vous l'expliquez et c'est pas des recommandations, donc c'est plus utilisé, quoi. Le tout, c'est de savoir que avant ça existait, c'est plus d'actualité et on peut plus vraiment, voilà, il y a un gros manque de preuves, parce que dans tous les cas, enfin, l'hypothèse que la distribution érythrocytaire, ce serait la même chose que la distribution cérébrale, on n'en est pas sûr dans tous les cas.
Mais c'est quand même important de savoir que ça existe. On peut toujours tomber dessus en faisant nos recherches. Et il y a certains psychiatres qui étaient contents de ça et qui voudraient bien que ça continue, mais c'est terminé. Alors, la question d'après. Ouais, je vous avais demandé de citer 2 complications irréversibles séquelaires possibles après une intoxication aiguë au lithium. Syndrome cérébelleux, syndrome cérébelleux. Alors moi, est-ce que dans le silent, il y a un syndrome IRAF? Démence sous-corticale, ouais, il y a ça peut évoluer vers une démence. Moi, j'avais mis ça. Les deux grosses complications qu'il peut avoir, donc l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, qui peut devenir organique sur nécrose tubulaire aiguë et du coup, ça peut entraîner des séquelles, rénaux et ensuite, il y a le silent. Mais en fait, je suis en train de me dire que c'est normal que vous n'ayez pas ça parce que ça, je crois que on me l'avait dit en cours ou en ED, je crois et du coup, c'est le syndrome irréversible neurotoxique dû au lithium. Et ça peut évoluer vers une démence. Mais est-ce que le silent engendre un syndrome cérébelleux? Ça, je ne saurais pas le dire. Je vais essayer de chercher rapidement. Silent. Ça vous parlait, le silent, ou pas du tout? Est-ce que vous en avez parlé dans vos facs? Non? Bon, bah, je vous ai fait découvrir quelque chose. Ouais, logique, du coup, si vous avez galéré à cette question, hein, désolée. Bon après, au moins on découvre des trucs, hein, c'est cool. Ouais, dysfonctionnement cérébelleux. Donc tu pas faux, Léa. Ouais, merci. 3 petits points. Nickel. Au niveau des femmes en âge de procréer, je vous ai fait une petite diapo. OK, on a bien compris que le lithium, c'est un cation, c'est tout petit, ça passe partout. Dans le système nerveux central, c'est ce qu'on veut. Au niveau du, fœtus et au niveau du lait, donc allaitement interdit. Vous me l'avez bien dit, on vérifie les bêta-HCG et on introduit une contraception si jamais, on est chez une femme enceinte, non, chez une femme en âge de procréer. Mais si jamais on a un projet de grossesse chez une femme déjà traitée, bon après là on parle, hein, encore les bêta-HCG et où ça passe, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on a un projet de grossesse chez une femme déjà traitée? On vous le demandera jamais, hein. C'est juste l'occasion d'en parler. Donc soit on peut reconsidérer le projet, si jamais, la pathologie psychiatrique est, déséquilibrée ou si on a un traitement trop lourd. Ou on peut réévaluer, la stratégie thérapeutique. Soit on va sur un autre traitement parce que c'est contre-indiqué au premier trimestre et le but, c'est si on peut, c'est arrêter le lithium, de la conception jusqu'à la fin de l'organogénèse cardiaque, donc au 50e jour post-conception. Mais, des fois, on peut pas arrêter le traitement durant toute la grossesse. C'est trop, voilà, il y a trop de c'est trop lourd pour la patiente, elle en a vraiment besoin de son lithium. Donc on peut poursuivre le traitement et des fois, c'est même, on peut ne pas arrêter du tout le traitement chez certains patients. Donc même si c'est contre-indiqué, des fois, c'est trop compliqué d'arrêter le lithium chez certains patients. Donc, avec avis spécialisé, on peut le continuer en diminuant, le plus possible la posologie pour atteindre la posologie minimum efficace et on surveille. Alors j'ai vu un nouveau message de Maëlle. Même durant le premier trimestre, c'est contre-indiqué, mais chez certains patients, ça arrive. Après, on vous le demandera jamais, hein, ça, c'est juste, on parle. Mais c'est ce que j'ai écrit, là.
Donc ouais, des fois, quand ils sentent que ça va être trop grave, pour la patiente, qu'elle, supportera pas un changement thérapeutique, ils gardent quand même. Et c'est ça, ça fait sinon, du coup, chez le fœtus, ça fait une malformation d'Epstein, c'est une malformation cardiaque. Je ne saurais pas vous en dire plus honnêtement, j'ai complètement oublié ce que c'était et dans tous les cas, on nous le demandera, jamais, hein. Donc voilà. Et les contre-indications, est-ce que vous pouvez me donner les contre-indications du lithium? En vrai, c'est, en lien avec les effets indésirables. Du coup, normalement, on peut grossesse, ouais, allaitement, ouais, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, ouais, HS. Waouh, j'ai un bug. HS, tu as voulu dire quoi avec HS? Déplétion hydrosodée, ouais. Ah, hypersensibilité, ah OK. Ouais, merci. Hyperparathyroïdie, ouais. Maladie d'Addison. Donc voilà, les contre-indications. Donc ouais, déplétion hydrosodée, vous l'avez mis. Alcool, bon, bah, je crois pas l'avoir vu, mais il y a l'alcool. Grossesse au premier trimestre et allaitement, ça, vous me l'avez dit. Maladie d'Addison, donc hein, une atteinte des corticodes surrénales. L'insuffisance cardiaque, vous l'avez dit. L'insuffisance rénale, vous l'avez dit. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai écrit là-haut? Je me souviens même plus. Ah ouais, ouais, bon, voilà. Si jamais on a une insuffisance rénale préexistante, donc oui, il faut forcément évaluer le rapport bénéfice-risque et il y aura une concertation entre les 2 médecins, spécialisés, donc le psychiatre et le néphrologue. Donc et si jamais on a une insuffisance rénale inférieure à 40 minutes par minute, là, c'est contre-indiqué. Et voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est, contre-indication avec le régime hyposodé. Donc même si maintenant on est sur, au niveau des règles hygiéno-diététiques, moi je l'avais noté dans contre-indication Gaspard, mais tu me files un doute. Est-ce que c'était une contre-indication ou un effet moi je pense que c'était une contre-indication si je l'ai mis là, mais je vais vérifier. Je te vérifie ça. Tac, une allergie au blé, syndrome de Brugada. Attends, je crois que quelqu'un l'a mis. C'est quoi déjà le syndrome de Brugada? Tac. Ouais, je le vois pas. T'as raison. Ça y est pas dans le RCP, nickel. OK, t'as raison. Dans ce cas, on enlève l'alcool. C'est juste déconseillé. Merci Gaspard. Avec Zizi Rosé. OK, OK, OK. Après, j'avais fait avec les régimes hypossédés. Ouais, merci, je me souvenais plus où j'en étais. Merci Maëlle. Ouais, maintenant alors il faut forcément du coup un régime normosodé. Et même dans l'hypertension artérielle, maintenant, on ne demande plus aux patients d'avoir un régime hyposodé, mais normosodé. Mais avant, ça faisait partie, c'était ce qu'on leur conseillait. Et il y a certains patients qui continuent de penser que, il faut, diminuer le sel. Alors la plupart des patients, ils doivent diminuer le sel parce qu'en fait, ils prennent trop de sel comparé à ce qu'on devrait prendre normalement. Mais, c'est normosodé qu'il faut et absolument pas, hyposodé parce que sinon il va avoir, le corps va chercher à réabsorber du sodium, mais il va aussi réabsorber notre lithium. Je sais pas si ça a été clair, Maëlle? Merci. Au niveau des interactions, donc qu'est-ce qui peut, nous créer des surdosages quoi ou des dérèglements,
des dérèglements de notre posologie cible du lithium, infection, déshydratation, insuffisance rénale, déplétion souris. Et au niveau des médicaments, je ne sais même pas si vous voyez ma souris. Je pointe des trucs avec ma souris, je ne sais même pas si c'est utile. Bah, c'est pas très grave dans tous les cas. OK, merci. Diurétiques, donc les thiazidiques et de les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, la cisplacine, tout ça, ça va causer une réabsorption du lithium, donc une augmentation de la glycémie. Et les neuroleptiques et la carbamazépine, ça augmente la concentration du lithium intratissulaire. Tout ça, je crois que pareil, hein, c'est même sûr, c'est pas dans le book. Ça, c'était dans un ED à la fac, ils nous avaient dit tout ça. Et les inhibiteurs et pour le syndrome de Brugada, ouais, faut le mettre. C'est vrai qu'il y avait eu ça et j'ai oublié de répondre. Oui, Maëlle, merci. Ouais, je l'ai pas mis, mais il faudrait le mettre. Tu as tout à fait raison. Et au niveau des ISRS, ça potentialise l'activité sérotoninergique, donc il y a ce risque d'avoir un syndrome sérotoninergique. Là, pareil, hein, je vous ai remis un petit schéma sur les causes des hyperlithémies. Lithémie, je viens de TH. Donc voilà, les pertes extrarénales, les diurétiques, le régime hyposodé, les atteintes rénales et les ingestions excessives ou massives. Vous êtes plus malin. Alors, Madame Plaquette, 68 ans, est une patiente schizophrène diagnostiquée il y a plus de 40 ans. Elle est traitée par de l'halopéridol. Sa fille inquiète amène sa mère aux urgences. Elle présente le tableau suivant. Fièvre à 40 degrés, confusion, et elle n'arrive plus à bouger. À son entrée, le bilan biologique effectué et rapporte les résultats suivants. Bon, je ne vais pas lire tout ça. Voilà, on voit les résultats. Et du coup, à quel diagnostic on pense? Qu'est-ce qu'on soupçonne? Syndrome malin des neuroleptiques. Ouais. Et quel est le premier critère? Enfin bon, en réalité, il y en a deux. OK. OK, donc déjà, la première chose, c'est qu'elle est traitée par un antipsychotique. Et ensuite, qu'est-ce qui nous fait, dans tous les cas, ouais, fièvre. Fièvre sans infection. Fièvre, surtout fièvre, parce que sans infection, on nous dit qu'elle a pas d'infection, mais en soi, elle pourrait en avoir. Mais dans tous les cas, l'hyperthermie, donc c'est ça, toute hyperthermie chez un patient traité par un antipsychotique, doit faire suspendre immédiatement le traitement. On soupçonne un syndrome malin. Donc là, comme vous l'avez dit, elle a une hyperthermie à 40 degrés, elle a une confusion, elle a une akinésie. Donc tout ça, c'est une symptomatologie qu'on retrouve dans le syndrome malin. Au niveau de la biologie, on a des troubles ioniques, donc une hypernatrémie, une hypercalémie, une acidose, une rhabdomyolyse avec des CPK à 223, une hyperleucocytose, euh, ouais, supérieure à 15 giga par litre avec augmentation des PNN. OK. Et le syndrome malin des neuroleptiques, heureusement, grand heureusement, c'est rare, mais malheureusement, c'est grave. Donc il faut connaître ce syndrome. Donc c'est un blocage des transmissions dopaminergiques et ça engage le pronostic vital. Donc il y a des risques de rhabdomyolyse, CVD, insuffisance respiratoire et son apparition n'est pas corrélée avec la durée du traitement ou l'existence d'un surdosage. Au niveau de la clinique, on peut avoir une rigidité musculaire, l'hyperthermie, on l'a vu. Euh, on peut avoir des signes de dysautonomie avec une tachycardie et une hypertension artérielle et une altération de la conscience avec délire, confusion, mutisme. Souvent, en plus, les délires, c'est la première chose qui arrive, ce qui est compliqué chez des patients qui sont à risque de faire des délires de par leur pathologie. Donc, il peut avoir un retard de prise en charge parce qu'on n'arrive pas à savoir que finalement, ces délires, c'était pas dû à la pathologie intrinsèque psychiatrique, mais au syndrome malin. Youp, je vous ai montré la réponse. La question, c'était citer la classe médicamenteuse de l'halopéridol et son mécanisme d'action. Bon, on a dit que c'était un antipsychotique. Est-ce que c'est première génération ou deuxième génération?
Première, nickel Léa. Tout à fait. Ça agit sur quel récepteur dopaminergique? Est-ce que vous le savez? D2, nickel. Majoritairement sur les D2. Nickel, merci Léa. C'est ça. Donc, un AP de première génération, un antipsychotique polyvalent, ça agit majoritairement, donc s'il est sélectif des D2. Et bon, ça joue aussi, ça a un effet alpha-bloquant. Comme effet indésirable, ça crée sédation, hypotension orthostatique, tachycardie réflexe, énurésie. Des effets anticholinergiques, sécheresse buccale, constipation, augmentation, donc risque de rétention urinaire, augmentation de la pression intraoculaire, donc attention vraiment à la rétention urinaire et contre-indication glaucome, hein, on fait ultra gaffe chez les patients âgés. Antihistaminique, donc pareil, ça peut créer de la sédation, c'est orexigène, et il y a de la prise de poids. Et ça diminue aussi le seuil épileptogène parce que ça joue sur le système GABAergique. Là, je vous ai mis un petit rappel sur les antipsychotiques. Donc, la deuxième génération, ça joue et sur les D2 et sur les D4, et aussi sur le système sérotoninergique, sur les récepteurs 2A. Et ça a un effet antidéficitaire. Donc, le système dopaminergique, il y a plusieurs voies, il y a 4 voies. La voie mésolimbique, donc elle est hyper activée en fait chez le schizophrène, c'est celle qui contrôle l'humeur et les émotions. Et on parle de symptômes positifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les symptômes positifs, les symptômes productifs. Ça va causer du coup, ah yes, nickel, c'est cool que vous ayez déjà entendu ça. Ça va causer les idées délirantes, les hallucinations. La voie mésocorticale, elle est hypoactivée chez les schizophrènes. C'est les symptômes négatifs, symptômes déficitaires. C'est ce qui va faire qu'ils vont avoir un retrait social, une désorganisation, que pour eux, ça va être hyper compliqué de travailler. La voie nigrostriée, oh, j'arrive même plus à parler. Donc celle-ci, on la connaît tous, c'est celle qui est touchée dans la maladie de Parkinson, donc qui a pour rôle la motricité, et ça donne des effets indésirables extrapyramidaux, akathisie, tremblement, rigidité, donc des syndromes pseudo-parkinsoniens, donc des effets indésirables. Et l'autre effet indésirable des antipsychotiques, c'est dû au blocage de la voie tubéro-infundibulaire. Donc ça va engendrer de la fièvre, donc parce que ça joue sur la thermorégulation, mais aussi des galactorrhées, des aménorrhées chez la femme, des gynécomasties à cause de la prolactine. Hop. Quelle est la prise en charge, s'il vous plaît? OK, donc on est sur un syndrome arrêt du neuroleptique, ouais, tout à fait. Ensuite, on la laisse rentrer chez elle. On lui dit: «C'est bon, madame, on vous arrête le neuroleptique. Merci. Vous pouvez aller retourner dormir?» Réa, ouais, tout à fait. Antipyrétique, oui. Est-ce que je l'ai mis en plus? Je suis même pas sûre. Je crois que oui, on verra tout à l'heure. Refroidir, ouais. Refroidir, donc lutter contre l'hyperthermie. Gaspard nous l'a dit, on peut mettre des antipyrétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Méthode physique? Il y a ça souvent écrit dans le DBOEC, douche froide. Ouais, méthode physique, je crois que c'est avec des couvertures froides. Je sais pas trop comment, enfin, douche, ça me paraît un peu, voilà. Je crois que c'est plus des couvertures froides. Traitement spécifique, ouais, il y a un traitement spécifique et c'est le dantrolène en intraveineuse. Quel est le but du dantrolène, Léa, est-ce que tu sais? Contre quoi on le met? C'est contre, enfin, tu vas me dire oui, contre, ouais. Tout à fait, Lulu, c'est un myorelaxant, donc ça va diminuer l'hypertonie, l'hyperthermie surtout. Je sais pas si c'est je suppose que c'est ce que tu avais voulu écrire, Léa, mais ouais, c'est ça. C'est un myorelaxant, ça va inhiber le relargage du calcium.
au niveau du réticulum sarcoplasmique et du coup, ça va permettre de lutter contre l'hyperthermie. OK, donc arrêt du neuroleptique, vous me l'avez bien dit, une hospitalisation en urgence. Moi, je le mettais aussi en mode en urgence. Il y a un critère de plus, sait-on jamais, c'est peut-être un mot-clé, on ne sait pas trop ce que peuvent décider les correcteurs. Urgence vitale, ouais, vous me l'avez dit. Un petit bilan biologique, bilan rénal, NFS, plaquettes, hémostase. CPK, ECG, arrêt du neuroleptique, ça on l'a dit, traitement symptomatique, rééquilibrage hydroélectrique, lutte contre l'hyperthermie, méthode physique et antipyrétique, bicarbonate si acidose, ventilation si besoin. Et donc, en antidote, il y a la bromocriptine, c'est un agoniste dopaminergique pour atténuer le blocage dopaminergique. Et on peut aussi utiliser du dantrolène pour lutter contre l'hyperthermie. Et il faut aussi lutter contre les thromboses veineuses profondes. Qu'est-ce qui déclenche le syndrome malin des neuroleptiques? Qu'est-ce qui le déclenche? Mais c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'au final, je suis d'accord avec toi, on te dit que c'est pas forcément lié à un surdosage, c'est pas forcément, c'est pas forcément au début ni à la fin, enfin, on sait pas trop quand ça arrive. Ça, je saurais pas te dire. Qu'est-ce qui peut Je sais même plus si c'est écrit dans le DBOEC ou pas. Je vais voir antipsychotique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, facteurs de risque, ouais, qu'il y a des facteurs de risque, donc des doses élevées et des déshydratations. Comment on fait la différence avec le syndrome sérotoninergique? Je suis d'accord que des fois, ça doit être compliqué quand on a les 2 parce que, c'est des, syndromes qui se ressemblent énormément. Au concours, ça va pas être il y a pas de trouble oculaire. Tac, tac, tac. Ouais, mais en même temps, tu as pas forcément tous les symptômes, quoi, et on nous le dit bien, dans le DBOEC que, il y a une confusion entre le possible qu'on peut confondre ces 2 syndromes. C'est des symptômes proches. Honnêtement, pour le concours, ce sera simple, hein. On va vous mettre, qu'un antipsychotique ou qu'un antidépresseur. On va pas, et ce sera comme ça que vous saurez. Ce sera pas méchant. C'est trop dur sinon, enfin, c'est vraiment, c'est trop proche. On va le voir, hein, il y a un autre cas qui est sur le syndrome sérotoninergique. Si on parle pas, simplement que, de se caver le patient comme, médicament, c'est compliqué. De rien, mais oui, je comprends, hein. C'est vrai que dans tous les cas, c'est des syndromes, excuse-moi, qui sont très, très proches. Mais ouais, faut faire gaffe, aux médicaments que tu as. Au concours, ce sera jamais très compliqué. Dans la vraie vie, bah, c'est beaucoup plus complexe. OK, donc là, c'est bon, je crois qu'on est arrivé au bout de la question. Donc la suite du cas. Notre patiente, elle a survécu à son syndrome malin et elle a retrouvé toute sa vivacité. Et l'interne de médecine vous appelle, vous, jeune interne fraîchement arrivé. Et il veut savoir si on peut mettre de l'aldol décanoate 50 milligrammes par millilitre. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Vous savez pas? Vous avez le droit, hein. Alors, peut-être que tu dirais que non. Est-ce que déjà, peut-être qu'en fait, il manquait un truc clé, je suis en train de me rendre compte en le relisant. L'alcool des canoas. Est-ce que c'est un antipsychotique à action immédiate ou prolongée? Peut-être que ça déjà, c'était pas clair en fait. Bon, je vais vous le dire. C'est un antipsychotique d'action prolongée. Ouais, OK, vous m'avez dit Gaspard et Léa, merci. Alors Lulu, tu as raison, on ne peut pas.
mettre en injectable, tout à fait, ouais. Le but, hein, en fait, c'est que, dans les pathologies psychiatriques, ce qui pose aussi, défaut, c'est l'observance. Les patients, ils sont pas observants comme déjà dans la plupart des maladies chroniques et donc on aime bien leur mettre des formes injectables prolongées, comme ça il n'y a pas de problème d'observance. Et alors Gaspard, tu nous dis: «Risque de refaire un syndrome malin des neuroleptiques». Alors ouais, mais en fait, si jamais tu le prends aussi en forme immédiate aussi. Quel est le gros problème? Ouais, Lulu, je crois ouais, c'est ça. Parce que risque de récidive du syndrome malin avec imprégnation continue en allopérinéale. Donc le syndrome malin va durer. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est trop risqué parce que, bah, on injecte tout, tout l'antipsychotique pour une longue durée. Et si jamais notre patient il refait un syndrome malin, bah, on va pas pouvoir arrêter l'antipsychotique. Et c'était le plus important dans la prise en charge. Donc on va se retrouver bloqué et on va être dans une impasse. C'est juste ça. La suite de notre cas. L'aripiprazole qui a été choisi en libération immédiate, on est content. Elle est suivie en ambulatoire sans problème particulier, avec cette thérapeutique pendant 5 ans au CMP. CMP, c'est Centre médico-psychologique. Elle atterrit à l'hôpital psychiatrique où vous travaillez en tant que pharmacien hospitalier. Bravo. Vous découvrez alors que la patiente vient d'être diagnostiquée pour la maladie de Parkinson, qui a été confirmée par un neurologue. Hop. Qu'est-ce que vous dites à l'interne en médecine face à cette information que vous avez vue? Donc maintenant, elle a une maladie de Parkinson qui a été confirmée. Ouais, là, c'est vraiment une maladie de Parkinson et du coup, tu as raison. On bascule vers la clozapine. Tu as tout à fait raison, Gaspard. Et Youpi aussi. Excellent. C'est contre-indiqué avec la maladie de Parkinson. On switch vers la cloza, qui est le seul compatible avec Parkinson, donc qui a l'AMM. Et en réalité, il y a aussi la quétiapine, mais c'est hors AMM, mais c'est aussi très utilisé. Donc si jamais vous le voyez, faut pas s'inquiéter. Mais voilà, les 2 sont utilisés. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan pré-thérapeutique avant l'instauration de la clozapine? Quel suivi au long cours la patiente devra-t-elle suivre et pourquoi? NFS, ça t'est venu de suite, youpi, oui. Qu'est-ce que tu veux regarder dans la NFS? Les globules rouges? Les plaquettes? Les leucocytes? Leucocytes et PNN, tout à fait. Agranulocytose, nickel, Gaspard, ouais, c'est tout à fait ça. Bilan pré-thérapeutique, bilan cardiaque, hein, ECG, pareil, QT long, ça, OK. Bilan lipidique, parce que ça peut, là, cette fois, ça peut poser des hypercholestérolémies, hyperglycémie, NFS. Et une NFS, ça j'aurais dû vous demander aussi, c'est hebdomadaire pendant les 18 premières semaines et après c'est mensuel pendant toute la durée du traitement. Et on fait ça pour, suivre, pour suivre, vérifier qu'il n'y ait pas d'agranulocytose. Cas suivant, Pierre je vais trop vite. Pierre qui roule amasse les problèmes. Pierre Roche, 21 ans. Je suis désolée s'il y a des pierres dans le là-dedans. Je sais pas ce que j'avais quand, j'avais écrit les cas, je sais pas. Écoutez, donc désolée à tous les Pierres, j'ai rien contre vous, je vous kiffe. Mais là, on va parler de Pierre Roche. Il est traité pour un TAG, donc trouble anxieux généralisé par de l'escitalopram. L'escitalopram, c'est bien utilisé aussi dans les tags à forte posologie. Donc 20 mg, 1 par jour depuis 7 mois. C'est un jeune homme qui est passionné de VTT, de descente, et Pierre chute malencontreusement et fait des roulés-boulés.
dont il ressort avec le bilan suivant: une fracture à l'avant-bras, une côte cassée et d'autres légères contusions sans gravité. Il est parti à l'hôpital, il ressort le soir même avec le bras plâtré pour 4 semaines et des antidouleurs. Du tramadol pendant 6 jours, donc un matin, un le soir, 2 le soir, switché pour du paracétamol 1 gramme. Pierre a passé une très très mauvaise nuit, mais pas à cause de ses douleurs. Il a eu des diarrhées, il a transpiré abondamment, il tremble et il est hyper agité. Son colocataire, inquiet, appelle SOS médecin. Le médecin note une confusion, une dilatation des pupilles, une hyperréflexie au niveau du membre inférieur. Et devant ce tableau, il appelle le SAMU. Est-ce que vous pouvez me citer la classe médicamenteuse et le mode d'action des traitements pris par Pierre? Ouais, on va commencer par les citalopram, comme ça on reste. Ouais, t'as raison, Gaspard. C'est un ISRS, donc un inhibiteur sélectif de la récapture de la sérotonine. Psychoanaleptique. Moi, j'avais juste mis antidépresseur. Ouais, hein. Hop. Mais oui, t'as raison, hein. En soi, tac, tac, tac. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment un psychoanalytique et que c'est pas, au contraire, un peu un psychostimulant, dans le sens où, je sais que cette molécule, elle dope un petit peu les activités neuronales. Ça permet, enfin, tu sais, dans la dépression, tu es, lent, tu as du mal à te concentrer et je sais que cette molécule, justement, elle est bien, ça va permettre aux gens de retravailler et tout. Donc j'ai un vrai doute sur ça. Vous avez vu ça en cours? OK, bah, soit alors, hein, je vais pas aller contre vos cours. OK. Je suis curieuse en vrai de savoir, est-ce que vous vous connaissez? Bah, non, vous pouvez pas tous vous connaître. Vous venez de quelle ville? J'ai quand même envie de savoir. Paris. OK. Toulouse, Gaspard. Il y a de Toulouse, 1, 2, 3, 4. Donc Paris, Toulouse en force, Strasbourg pour Maëlle, Laura, Montpellier, Caen. Ah ouais, Toulouse en force, je vois ça, Gaspard, hein. Là où il y a pas de soleil. Lille? Non, où tu avais déjà dit? Peut-être, youpi? J'ai dit ça, Lille, comme, comme si je sais pas. Pas loin, je sais pas. Amiens, ça. Bah, sorry s'il y a pas de soleil. Voilà, dans tous les cas, même dans le sud, bon là, actuellement, je suis sur Bordeaux, il pleut, hein, c'est pas fou. OK, merci de m'avoir répondu. OK, ouais, donc pas mal de Toulousains et un petit peu du reste, partout. Ah ouais, il y a des gens de Caen et tout. On est vraiment de partout. OK, et au niveau du tramadol. Le tramadol, c'est quoi? Antalgique palier 2, ouais. Nantes perso, OK, Elisabeth. Inhibiteur, recapture sérotonine et noradrénaline, tout à fait. Par contre, c'est pas que ça n'agit pas que sur le mou. Justement, pour moi, on ne parle plus de palier. Là, tu m'apprends quelque chose, Maëlle. Moi, je parle toujours de palier. Palier 1, palier 2, palier, on ne parle plus de palier? Mais quoi? Ah ouais? Mais on parle de quoi, du coup? On m'entend ou pas? Ouais, c'est Ouais, Gaspard? salut, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, théoriquement, ça a été retiré depuis 2 ans. Théoriquement, normalement, on n'est plus censé utiliser la nomenclature en tant que palier, mais dans les cas, c'est toujours utilisé. Mais en tout cas, dans les sociétés savantes, ils disent que normalement, on doit plus trop parler de palier. D'accord, bah désolée, moi j'ai parlé de palier, hein. Après, visiblement, quand on en discute avec des profs, ils nous disent que si dans un cas clinique, on a toujours
Toujours des antidouleurs, vaut mieux continuer à écrire, sous forme de palier, on nous en voudra pas. Ah ouais, je pense pas qu'on peut vous en vouloir, hein. Enfin, là, vous êtes les enfin, c'est vous qui me l'apprenez, je savais pas qu'on parlait plus de paliers. Moi, même ça fait pas très longtemps quand même. Je l'ai pas passé l'an dernier du coup, mais enfin, je l'ai passé, ouais, voilà, fin 2022 et même pendant ma préparation, on parlait de paliers, quoi. OK, nomenclature avec le type de douleur. OK, bah, je regarderai ça, merci des infos. Bah, ouais, moi j'ai mis antalgique de palier 2 mais du coup, vous l'auriez présenté comment dans ce cas-là? Enfin, sans le palier, même si OK, vous l'auriez mis au cas où pour le concours. Vous mettez juste du coup antalgique, opioïde, agoniste partiel des récepteurs au morphinique, nociceptive, voire mixte, voire mixte. Ah, ah franchement, je sais pas, hein. Moi, c'était plus simple avec le truc de mes, paliers. Moi, j'aurais mis ça, voire mixte, je sais pas, hein. Heu, peut-être mixte aussi, hein. Je sais pas, Youpi. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de dire un truc sur lequel je suis pas sûre, donc je préfère être honnête et vous dire: «Je ne sais pas». Moi, c'était très facile dans ma tête. C'était antalgique de palier 2, antalgique opioïde, agoniste partiel. Bon, ça, au moins, ça va pas changer. C'est un agoniste partiel des récepteurs endorphiniques, non sélectif entre mu, delta et kappa. Et ouais, tu avais raison, Elisabeth, ça, c'est important aussi. Ça inhibe la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. C'est pour ça, enfin, c'est la cause de notre cas, quoi. Concernant le traitement du trouble anxieux généralisé, quel examen pré-thérapeutique faites-vous et pourquoi? Mouais, ECG, nickel, Gaspard. Bon, là, on en aura parlé, beaucoup des ECG, mais ouais, tout à fait. Risque torsadogène. Bon, il y a les 5 médicaments qui sont contre-indiqués avec un autre médicament potentialisateur du QT long. Donc, il y a le citalopram, les citalopram, la dompéridone, l'hydroxyzine et la piperacine. C'est les 5 qu'on doit connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et dès qu'il y a un autre qui allonge le QT long, bim, c'est contre-indiqué. Que suspecte le médecin qui a appelé le SAMU? Qu'est-ce qu'il Ouais, syndrome sérotoninergique. Pourquoi? Parce qu'on est sur un homme traité par de l'escitalopram et du tramadol, donc ces 2 agents sérotoninergiques, donc on a un risque de syndrome sérotoninergique et on a une clinique qui nous fait penser à ce syndrome avec de la diarrhée, de la fièvre. Notre gars, il est en sueur, il a des frissons, il est agité, des impatiences. Des impatiences, ça veut dire qu'on fait, que bouger. Myoclonie, trouble de la coordination des mouvements et des tremblements. Diagnostic différentiel, Maël. Bah, c'est notre syndrome malin des neuroleptiques. Il peut aussi avoir des infections, mais voilà, enfin, le gros diagnostic différentiel, c'est le syndrome malin des neuroleptiques du fait bah, de la confusion possible et de la clinique extrêmement proche entre les deux. Le syndrome sérotoninergique, heureusement, pareil, c'est rare, mais c'est grave. Ça engage le pronostic vital. Ça survient le plus souvent quand il y a des interactions médicamenteuses entre deux antihypertenseurs ou un un antihypertenseur, wow, j'ai dit antihypertenseur, mais antidépresseur. Antidépresseur avec le lithium ou bien avec la carbamazépine ou d'autres médicaments à potentiel sérotoninergique, donc les tramadol, les triptans et les drogues. Comment est-ce qu'on va le prendre en charge à l'hôpital, Pierre? C'est un peu la même chose, hein, on met toujours, le même début. Hospitalisation en urgence, en réanimation. Moi, je vais mettre la réponse, hein. On commence à Ouais, alors, traitement évacuateur par charbon activé. Je l'ai pas mis parce qu'on n'avait pas de critères de, de durée.
tu sais, on peut pas utiliser le charbon, si jamais ça fait 4 heures qu'il a, bouffé son tramadol, quoi. Donc là, je suis partie sur le principe que c'était trop il y a un trop long moment, donc que ça servait pas. Donc analyse toxicologique, là, j'ai mis ce qu'on pouvait mettre comme analyse, donc c'était de la chromatographie avec de la spectrométrie de masse. Arrêt des agents sérotoninergiques, donc la sérotonine et le tramadol. Et après, c'est essentiellement symptomatique. Donc on lutte contre l'hyperthermie, pareil, contre les convulsions avec les benzos, contre l'hypertension artérielle. Et comme traitement spécifique, on a la cyproheptadine, Péros ou par son nasogastrique. Hop. Et c'est pour les formes graves. Et c'est un anti-H1 avec des propriétés anticholinergiques et anti-sérotoninergiques. Et le K4. Bon, je pense que je vais vous faire sortir avant. C'est cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, enfin, vous hésitez pas, c'est cool. Si jamais je sais y répondre, bah, j'y réponds et sinon, je le dis, hein, quand je sais pas. K4, ouais, tout le monde est chaud, on passe au K4 ou c'était pas clair le reste? Je suppose qu'on passe, ouais. Merci Pauline. À Madame Sérotonine, 45 ans, qui prend de la paroxétine, 20 milligrammes le soir et de l'alprazolam, 0,5 milligrammes matin, midi, soir depuis une semaine. Sous prescription de son psychiatre pour une dépression grave avec idée suicidaire scénarisée. Elle est retrouvée inconsciente par son mari qui appelle les pompiers. Ce dernier retrouve dans la poubelle 2 boîtes d'alprazolam, 0,50 mg, des boîtes de 30 comprimés qui sont toutes les deux vides. Première question, pourquoi est-ce que le psychiatre a coprescrit de l'alprazolam et de la paroxétine? Déjà, qu'est-ce que c'est que la paroxétine? C'est un antipsychotique? ISRS. Nickel, Gaspard. Donc, c'est un antidépresseur, ISRS. Ouais, je vois. Effet au bout de 3 semaines des antidépresseurs, levée d'inhibition. Tout à fait, Pauline et Youpi. C'est ça. C'est ça. Donc là, je vous ai remis rapidement ce que c'était. Alprazolam, anxiolytique, c'est une benzo, c'est un modulateur allostérique du récepteur GABA. Ça facilite la fixation du GABA, donc ça potentialise l'ouverture de notre canal chlore. Et la levée d'inhibition. Bon, je sais hein, que vous savez ce que c'est, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, finalement, c'est quoi le risque? En vrai, ça va être chiant par écrit. Je pense que, suicide possible, ouais. Ouais, bah, très bien, Pauline, ça me va très bien. Ça me va très bien. C'est ça. Risque de passage à l'acte, c'est ça, Gaspard. Ouais, le patient peut passer à l'âge, c'est ça, Ikram. Regain de motivation et passage nickel, ouais, c'est exactement ça. On doit décrire les médicaments ou dire si la prescription est justifiée. Moi, j'aurais quand même, tu vois, écrit en mode que c'était un antidépresseur. J'aurais écrit, tu vois, ce que j'ai mis à la diapo précédente, pour dire en mode, OK, on a un antidépresseur et le médecin aussi a rajouté un anxiolytique et pourquoi. J'aurais mis vraiment ce que j'ai écrit dans les 2 diapos. Pourquoi? Parce que c'est une dépression sévère. Donc la patiente, on dit déjà qu'elle a des idées suicidaires scénarisées. Le fait que c'est scénarisé, ça veut dire que vraiment, il y a un vrai risque de passage à l'acte, hein. Parce qu'en fait, chez un patient qui a une dépression, on va déjà lui demander clairement: «Est-ce que vous avez des idées noires? Est-ce que vous avez des idées suicidaires?» Il va nous dire: «Oui, non». Non, tant mieux. Oui, bon, pas cool, mais on va aussi lui demander: «OK, vous avez des idées noires, est-ce que vous voyez la façon, dont vous
voulez, dont vous mourrez, quoi. Et le fait de voir que le patient ait scénarisé sa mort, c'est vraiment aussi un critère de gravité, en plus des fait d'avoir des idées, suicidaires qui sont déjà forcément un critère de gravité. La paroxétine, donc c'est ça, ça met 1 mois avant d'agir sur la dépression, donc c'est long quand même, hein. Et c'est ça. Donc pendant ces 1 mois, on a tout de même la levée d'inhibition. Donc c'est ce que tu as dit, c'est ce que vous avez dit, donc ouais, regain de motivation et passage à l'acte, c'est exactement ça. On va retrouver de la motivation. Avant, il était triste et il n'arrivait pas, enfin même s'il avait ses idées suicidaires, il n'avait pas la force de le faire. Et là, on va d'abord lui redonner de la force et avec en plus d'idées suicidaires. Et là, ouais, il y a vraiment un vrai risque pour notre patient. Pourquoi on rajoute un anxiolytique? Bah, ça va nous permettre de limiter le risque, de suicide, parce qu'il y a il y a une partie anxiogène, en fait, tu vois? Quand, chez ces patients-là, il y a une forte partie anxiogène et en mettant l'anxiolytique au début, ça va nous permettre, d'essayer de maîtriser ce risque de passage à l'acte et de suicide. Et là, je vous ai vraiment remis, ce qui se passe au niveau pharmacologique. Donc en aigu, donc en fait, pendant cette période, de 1 mois, là, pendant 1 mois, on va instaurer le traitement. Il y aura vachement de sérotonine ici, là, au niveau voilà, des récepteurs 5-HT1A. Donc ça va diminuer finalement la sérotonine qui est dans cette fente synaptique. Or, le but, de ces traitements, c'est d'augmenter la sérotonine ici. Et au début, là, pendant ces 1 mois, finalement, il va y avoir une diminution de la transmission sérotoninergique, donc une exagération de la dépression et des crises d'anxiété. Et une fois qu'on a passé ces 1 mois, là, ici, il va avoir, finalement, comment dire? Une, désensibilisation, voilà, de ces récepteurs. Et pareil en présynaptique, les 5-HT1D, ils vont aussi être désensibilisés et ça va permettre du coup une augmentation, de la transmission sérotoninergique. Là, on va enfin avoir plus de sérotoninergique et c'est là que le médicament va vraiment permettre, de, traiter la dépression. Mais avant ça, finalement, on a une augmentation de la dépression et des manifestations anxieuses et pour gérer ces manifestations anxieuses, on va rajouter les anxiolytiques, au début, à l'instauration. Voilà Maëlle, j'espère que maintenant avec ces petites diapos, c'est plus clair. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me donner les 5 grands effets pharmacologiques des benzodiazépines? Mieux relaxant, ouais, ça en fait un. Hypnotique, ouais, hypnotique sédatif, je les mets, en 1. Nickel, on en a 2. Amnésiant, tout à fait. Oh là, youpi, tu l'as peut-être mis tous. Anxio, 1, 2, 3, 4, 5. OK, youpi, tu me les as tous dit. OK, ah bah, c'est bon, nickel. Vous les avez tous dit. Au top, c'est ça, anxiolytique, hypnotique ou sédatif, selon, selon ce qu'on veut, mieux relaxant, anticonvulsivant et amnésiant. Là, je vous ai remis une petite diapo sur le métabolisme et la demi-vie, des benzos. Donc l'oxazépam, c'est celui qui est le moins métabolisé, il a simplement une glucuronoconjugaison. C'est la demi-vie la plus courte, c'est celui qu'on préfère chez les petits vieux. Du coup, l'alprazolam, lui, pareil, hein, demi-vie, plutôt courte, mais il a et une hydroxylation et une glucuronoconjugaison. Et après le reste, on ne va pas les dire, je vous laisse savoir à tête reposée, mais c'est des demi-vies plus longues et on voit, comment est-ce qu'ils sont métabolisés.
une petite diapo sur les syndromes de sevrage au benzo. Donc, il y a différentes gravités du syndrome de sevrage des benzodiazépines. Donc, les benzos, ça vous le savez, hein, il y a une durée de prescription maximale. Donc, c'est 12 semaines pour les anxiolytiques et 4 semaines pour ceux à visée hypnotique. Alors, pour les syndromes de sevrage, au niveau des formes mineures, on retrouve de l'anxiété, une appréhension, des troubles du sommeil, des vertiges, des étourdissements et de l'anorexie. Les formes moyennes, en fait, à chaque fois, ça s'ajoute. Il y a des symptômes cliniques qui s'ajoutent. Donc, pour la forme moyenne, on a en plus une agitation avec angoisse, des tremblements, myoclonie, courbature, douleur erratique, sueur profuse, hypersensibilité sensorielle et parfois une saveur métallique au niveau de la bouche. Et les formes majeures qui, heureusement, sont rares, là, on peut carrément avoir des crises convulsives, hyperthermie, des épisodes psychotiques. Alors, quelle était l'hypothèse diagnostique de notre cas clinique? Donc, je vous rappelle, elle est retrouvée inconsciente par son mari. Et les pompiers ont trouvé 2 boîtes vides d'alprazolam 0,50 mg, donc 2 boîtes de 30 comprimés. Intoxication aiguë volontaire aux benzodiazépines. Ouais, tout à fait. Il y a d'autres mots-clés qui vous viennent à l'esprit? Intoxication aiguë volontaire, intoxication médicamenteuse volontaire. Bon, je vais vous montrer. Individuelle. Moi, je ne mettais jamais individuel ou groupé. Je ne sais pas si on vous a dit de le mettre. Domestique, ouais, ça, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre. Donc c'est ça. Moi, j'ai dit que le terrain, on était sur une femme avec dépression sévère et idées suicidaires. Donc il y a un fort risque de passage à l'acte, d'autant plus que les idées sont scénarisées. Donc il y a 2 boîtes de 30 comprimés d'alprazolam vide, donc elle a ingéré potentiellement 30 milligrammes. Ça fait pas mal. La dose toxique chez l'adulte, c'est entre, 5 et 500 milligrammes. On est déjà sur des doses toxiques. Au niveau de la clinique, on est sur un coma, donc c'est ça, on est sur une intoxication médicamenteuse volontaire aux benzodiazépines. Et j'aurais dû rajouter aigu, c'était, vrai, il faut le rajouter même, je pense. Quelle clinique on peut retrouver devant ce type d'intoxication? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'idée? Dépression du système nerveux central. Ouais, ça c'est la phase d'état plutôt. Dépression respiratoire, oui, tout à fait. Ça pareil, phase d'état. Alors, amnésie antérograde, oui, c'est vrai. Initiable, trouble du comportement, oui. Début, obnubilation, amnésie, voilà, agitation, désinhibition, tout à fait. Donc c'est ça. Au début, il y a de l'agitation, de l'ébriété, de l'ataxie, de la désinhibition, des vertiges, l'amnésie antérograde, vous l'avez dit, et la phase d'état, dépression du système nerveux central, hypotonie musculaire, hypothermie, somnolence, coma calme. Alors, j'ai vraiment insisté sur le calme parce que je sais que nous, à Bordeaux, ils insistaient sur ça, sur les comas. Et c'est même un critère qui peut nous dire en mode, OK, c'est une intoxication potentiellement au benzo. Dépression respiratoire, obnubilation, rhabdomyolyse, 6 comas prolongés. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la conduite à tenir? Et si vous pouvez, donnez-moi le ou les traitements spécifiques et les indications et les contre-indications. Savoir s'il y a des antidépresseurs avec, tout à fait. Si, tu peux mourir d'une intoxication au benzo. Mais dis-toi que waouh, il faut que j'augmente le chat parce que alors, que je réponde à Pauline. Ouais, Pauline.
On peut mourir d'une intoxication au benzo, tout à fait. Mais dis-toi que déjà, tu es dans le coma, donc si jamais on vient pas t'aider alors que tu es dans le coma, c'est chaud et tu peux avoir une dépression respiratoire. Donc si, 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 ouais, je me souviens même d'un prof où c'était un peu chelou ou un PSS. Je me souviens même plus de la tête du prof, je me souviens simplement de ce qu'il nous avait dit en amphi, en mode, que le paracétamol, c'était horrible de se suicider avec parce que les gens se chiaient et que du coup, ils avaient une greffe et qu'ils souffraient toute leur vie. Alors qu'au contraire, les benzos, c'était pas mal parce que tu t'endormais au final et détresse respiratoire. Je trouvais ça très bizarre de dire ça à des, gamins de 17-18 ans, dans un amphi. Mais voilà, donc si, si, tout à fait, ça c'est risque vital. Et Elisabeth et Léa, traitement spé, flumazenil. Vous avez raison. Hop, donc on va surveiller l'état de conscience parce qu'elle est quand même dans un coma et de son activité cardio-respiratoire. Si pas de notion de temps, donc pareil, pas de traitement, évacuateur. On va avoir des syndromes symptomatiques, donc si dépression respiratoire, oxygénothérapie, voire intubation pour ventilation assistée. Réchauffement physique si hypothermie. Et voilà. L'antidote, vous l'avez dit, c'est du flumazenil par voie intravasculaire. C'est un antagoniste pur et spécifique pour les benzos, donc c'est par compétition, hein. C'est un effet très rapide. C'est d'ailleurs un test, je crois, qu'ils font. Si jamais ils injectent du flumazenil et qu'ils voient au bout d'une minute que ça n'a pas marché, ben, c'est que c'était pas une intox au benzo. Mais la demi-vie est courte, donc il peut avoir une réapparition des symptômes, de la symptomatologie de notre intoxication. Donc si jamais c'est ça, il va falloir surveiller et potentiellement réinjecter au besoin. Hop, l'indication, c'est diagnostic, bon, ok, je l'ai carrément écrit. Donc c'est pour diagnostiquer et ou traiter le surdosage intentionnel ou accidentel en benzo. Et la contre-indication, vous l'avez mis aussi, ouais, youpi notamment, savoir s'il y a des antidépresseurs avec. Donc c'est ça. S'il y a une polyintoxication médicamenteuse aux antidépresseurs tricycliques, risque de convulsion et de troubles du rythme. Donc c'est une contre-indication. On ne met pas le flumazenil. Et voilà. Attends, c'était la fin, hein. C'est possible, hein. C'est possible, c'était la dernière diapo. On met quoi du coup? On met quoi? Vis-à-vis excuse-moi, j'avais pas compris. S'il y a une polyintoxication, tu ne mets pas le flumazenil. Tu restes sur les traitements symptomatiques. C'est ça. On ne peut pas utiliser l'antidote. De rien, Maëlle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça a l'air d'aller. La tox, tu l'avais apprise par cœur? Non. Non, Léa, je ne l'ai pas apprise par cœur. Par contre, je connaissais, bien, la conf là que je vous ai faite, c'est quelque chose que je maîtrisais quand même, hein. C'est quelque chose que je maîtrisais. Après tout ce qui était alcool, je maîtrisais. Tout ce qui était drogue par contre, non. Drogue à l'aide, je suis d'accord. Et Lulu, tu m'as mis épilepsie est une contre-indication au fumagénil ou pas? Mmh, moi, je dirais que non. En fait, c'est juste que tu as un risque de convulsion quand tu as une intoxication aux antidépresseurs tricycliques et que finalement, les benzos, ça protège de ce risque-là. Donc on préfère, les garder. Mais du coup, attends, tu me files un doute. On va voir ça, hein. Hop, état de mal épileptique. Ouais, mais tu vois, c'est s'il y a un état de mal épileptique. Elisabeth qui nous dit que le traitement au long cours au benzo est une contre-indication au fumagénil.
Moi, on m'a pas dit ça. Ça me dit rien ce que tu me dis, Elisabeth. Mais dans tous les cas, on utilise, ouais, en aigu. Mais après pour moi, enfin, si un patient, j'en sais rien moi, prend un alprazolam par jour et d'un coup fait une IMV, pour moi on peut. Contre-indication, là je les ai sous les yeux, donc c'est des hypersensibilités ou intolérances et chez les patients ayant reçu des benzos ou apparentés pour une pathologie présentant un risque vital. Donc une augmentation de la présentation intracrânienne et un état de mal épileptique. Ouais, donc non, hein, ils disent rien de ça. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça. Donc je dirais que non, Lulu. Par contre, attends, de rien, Elisabeth. Par contre, si jamais, ton patient, il est pas, réglé au niveau de son épilepsie, ouais, non, on va pas mettre de fumagénil, ça c'est sûr, hein. Je pense que ça va vraiment dépendre du contexte. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. Moi, ça a été cool pour moi, ça m'a permis de réviser et d'apprendre plein de trucs, vous poser des questions, sympas et merci d'avoir participé. Heu, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bonne soirée à tous. Salut. Ah, Pauline, est-ce que l'on pourrait avoir les diapos? Je suppose que tu me demandes. Bien sûr que tu vas les avoir. Tout à fait. Ouais, ouais, je vais les envoyer au Aurélie et bien sûr, vous les aurez. Il y a aucun problème. Avec plaisir, bonne soirée, bon courage à vous. Lâchez rien, vous en êtes largement capable et voilà, salut!